Qui l'eût cru fin 2021? Des béquilles au triomphe. Nadal nous a montré qu'il n'y avait qu'un pas. Il nous a prouvé que le mot impossible n'existait pas. Titré à l'Open d'Australie en revenant de plus de 6 mois de blessure et à Roland-Garros, l'Espagnol a porté le tennis dans un autre monde. L'irréel. Un monde où le nombre 22 trône dans la tête des passionnés. 22 comme son nombre de grands chelems remportés. Il sait que, comme son rival et ami de toujours Roger Federer, sa carrière prendra fin tôt ou tard. Et celle d'un autre Rafael Nadal, le nouveau Rafael Nadal, sa peut-être plus grande victoire personnelle, son nouveau fils Rafael Nadal, commencera peut-être. Mais avant cela, le taureau de Manacor est face à un immense défi. Remporter Bercy qu'il n'a jamais remporté. Et aussi le Masters. Pour écrire encore plus sa légende, fait nommer Nadal. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, épisode 4 de la série En route vers Turin après Novak Djokovic, premier épisode, Carlos Alcaraz, deuxième épisode, Stefanos Tsitsipas, troisième épisode. On s'attaque au joueur qui a remporté le plus de grands chelems cette année. Je parle évidemment de Rafael Nadal, numéro 2 mondial, mais qui a déjà été numéro 1 mondial, évidemment. Il a fini en 2008, 2010, 2013, 2017 et 2019. Sa dernière fois où il a fini numéro 1 mondial, 36 ans, ne présente plus évidemment le taureau de Manacor, Rafael Nadal, mais on va présenter sa saison. Sa saison, évidemment, Rafael Nadal, qui a été historique en tout point. Qui l'eût cru que Rafael Nadal allait faire une saison comme ça, aussi exceptionnelle? Alors quand on voit 38 victoires, 5 défaites, 4 titres, on se dit comme ça, à vue d'œil, juste en global, ça n'a pas l'air foufou, parce que 38 victoires, on a vu Djokovic était à 33 victoires, mais on a vu Alcaraz va être à 60 victoires sans doute à la fin d'année, Tsitsipas c'est pareil, donc oui, après il y a beaucoup plus de défaites pour les autres, mais bon, Nadal 38 victoires, c'est pas énorme, 5 défaites évidemment c'est très peu, mais on va voir dans le global de sa saison qu'il a remporté 4 titres, mais c'est 4 vrais titres. Alors le premier titre, et le plus facile évidemment à Melbourne quand on voit le tirage qu'il a eu, le tableau qu'il a eu, Berankis, assez facile, Griekspoor, même pas besoin de le jouer, Emir Rousseviori, pas simple, mais bon, ça a été tranquille, et puis Maxime Cressy, qui était son 12e à ce moment-là, mais qui a bien progressé, ça a été compliqué pendant un set, et après il a déroulé, mais c'était surtout un retour de Nadal après sa longue blessure, depuis la demi-finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic. Il n'avait joué qu'à Washington, 2 matchs, et ça n'avait pas été 2 matchs où on était euphorique au vu de Rafael Nadal, et on voit à Melbourne, premier grand chelem de la saison, Open d'Australie, il n'est pas favori. On va pas se le cacher, il n'est pas favori, il est même loin d'être favori. Même après l'absence de Novak Djokovic, Rafael Nadal n'est même pas dans les cités comme favori. Il y a Medvedev, il y a Zverev, Nadal est dans les outsiders, il n'est pas dans les favoris. On ne se dit pas Nadal va remporter l'Open d'Australie. Surtout qu'en plus c'est le grand chelem le moins prolifique pour lui. Premier tour et deuxième tour, Giron et Hoffman, ça va, pas compliqué. Karen Khachanov, il perd un set, mais ça va. Manarino, il y a ce premier set de dingue que Manarino ne doit jamais perdre. Je sais pas comment il peut perdre ce tie-break 16-14. Je m'en remets pas encore pour Manarino parce qu'on sait pas ce qui peut se passer derrière. Et après, il prend 2 et 2. Voilà, quand tu gagnes pas le premier set, quand t'as une occasion face à Rafael Nadal et que tu la saisis pas derrière, tu sais que t'es puni. Shapovalov, c'est là qu'on commence à basculer dans l'irréel chez Rafael Nadal. 2-7-0 pour Nadal. Jusqu'ici, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Shapovalov qui donne des points. Un peu comme on pouvait s'y attendre. Ensuite, Shapovalov se met à jouer au tennis et gagne les 2 sets d'après. On se dit, mais ça y est, il va taper Nadal, ça y est, voilà, il a enfin compris comment jouer et tout. Et le 5e set, il fait n'importe quoi. Et quasiment, il offre à Rafael Nadal qu'il attendait que ça. Nadal qui était totalement cramé à la fin du match, on l'a vu, dégoulinant de sueur. Ça, Nadal est toujours comme ça, mais il était vraiment lessivé à la fin. Et ce qui le sauve, je pense, pour la demi face à Berrettini, c'est qu'il joue son quart le mardi et il joue sa demi le vendredi. Du coup, il a le mercredi et le jeudi pour pouvoir bien se préparer pour sa demi-finale, où il va vraiment quasiment être à sens unique. Par le 3e set, il est à sens unique face à Matteo Berrettini. De toute façon, le pilonné côté revers avec son livre de coup droit, c'est le bon plan. La finale face à Medvedev, est-ce qu'on en parle? Parce que je pense que tout le monde la connaît, tout le monde connaît le scénario. 2-7-0 Medvedev, qui sauve en plus, Medvedev qui sauve une balle qui sauve une balle d'un set partout. Il mène 2-7-0, 3-2-0, 40.
3-2-0-40. Et derrière, il y a tout ce qui s'est passé. Il y a l'irréel Nadal qui va remporter ce 3e set, qui va remporter ce 4e set, et qui va remporter ce 5e set alors qu'il mène 5-4, break dans le 5e. Medvedev réussit à revenir, il mène dans son jeu de service, il fait quand même breaker, Nadal qui derrière mène 7-5, remporte 7-5. Premier tournoi irréel de Nadal. Ensuite, on le retrouve à Acapulco. Bon là, quand on voit ce qu'il a fait facile. 3-2, 0-3, 0-6, 3-3, 4-4. Bonjour, au revoir, merci, ciao. Facile. Franchement, facile. Franchement, il y a rien à dire. Il a écrasé tout le monde. Il arrive à Acapulco. Il sort du Mutar Open d'Australie. On avait un Nadal à ce moment-là qui était injouable, qui était exceptionnel. C'est dingue à dire. Ensuite, on voit Indian Wells. Va-t-il enfin perdre un match? La réponse est oui. Sébastien Corda. Ça fait 6-2. Ça fait 6-2. 6-2 pour Nadal. 1-6 pour Corda. Et ensuite, Corda qui mène 5-2. Double break. Avant de s'écrouler contre Nadal. Ensuite, Evans, facile. Opelka, facile. C'était de tie-break, mais face à Opelka, sur de tie-break. Kyrgios, match très 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 compliqué. Mais quand t'es Rafael Nadal, tu t'en sors et il s'en sort. Alcaraz, match compliqué, venteux, des conditions dantesques sous le vent, la tornade quasiment. Il s'en sort. Ensuite, il joue face à Fritz. Fritz qui était un petit peu blessé. On se demandait même s'il allait rentrer sur le court face à Nadal. C'est pour dire. Et ça a été l'inverse. Ça a été Nadal qui avait l'air blessé sur ce match, qui a été blessé sur ce match, et Fritz qui n'avait pas l'air d'être blessé. Fritz qui remporte son premier titre du coup en Master 1000. Nadal qui prend sa première défaite de la saison. Et on ne revoit pas Nadal ni à Madrid, ni à Miami, ni à Monte Carlo, ni à Barcelone. On le revoit à Madrid, où il fait un premier tour face à Kekmanovic très solide. Un deuxième tour face à Goffin de dingue, où Goffin a 4 balles de match. Et malheureusement, il s'écroule peut-être un petit peu de ce côté, je dois battre Rafael Nadal. Il n'y arrive pas, il perd ce match, malheureusement, David Goffin. Et ensuite, Alcaraz, lui qui n'a pas eu peur d'aller battre Rafael Nadal, même s'il se blesse un peu dans le deuxième set, il s'accroche et il remporte ce match en 3-7. Deuxième défaite de la saison de Rafael Nadal, qu'on revoit direct à Rome. Et là, il y a l'inquiétude. Premier tour face à Isner, 3-1, mettre 3-1 à Isner, c'est vraiment très très bien. Et ensuite, face à Shapovalov, il mène facilement 6-1. Et ensuite, blessure au pied. Son pied, là, toujours son problème au pied. 7-5-6-2 pour Shapovalov. Et on s'inquiète pour Roland Garros. Va-t-il faire Roland Garros? Il y va. Premier tour, 2-2-2 face à Thompson, facile pour lui. 3-1 et 4 face à Moutet, facile. Botti 22 ans de choupe, 3-2 et 4, facile. On arrive en Suisse, encore une fois dans l'irréel avec Rafael Nadal, face à Félix Auger-Aliassime. Il joue du coup, qu'on se le dise, face au joueur de son oncle, Tony Nadal, qui entraîne Félix Auger-Aliassime. D'ailleurs, Tony Nadal qui a failli faire une crise cardiaque sur ce match, 5-7, match de dingue, match de psychopathe. Félix Auger-Aliassime qui aurait pu perdre au premier tour face à Varias en plus, qui a mis 2-7-0, et quand tu vois ce qu'il fait face à Rafael Nadal, tu te dis, mais comment c'est possible? Ensuite, ce quart de psychopathe face à Novak Djokovic, où Nadal, pendant 1-7,5, est injouable. Il mène 6-2, 3-0, double break, il est injouable. Djokovic ne peut rien faire. Il est sur le carreau, et c'est là où je trouve aussi que Djokovic a été dingue sur ce match, parce que Nadal joue du feu de Dieu pendant 1-7,5, et n'importe qui sur terre battue, à Roland Garros notamment, quand t'es mené 6-2, 3-0, double break, face à Nadal, tu balances. Pas Djokovic qui s'accroche, même ça, il perd ce match en 4-7, colossal. Et puis on aurait pu avoir malheureusement le match de la 15e, peut-être même le match de l'année. 7-6, 6 partout en 3 heures, on était sur des standards de psychopathe. Et la cheville de Zverev, malheureusement, qui a dit non, qui a pas voulu qu'on ait un choc. C'est dur, franchement c'est dur, parce que j'aurais bien aimé voir ce match. Moi, ça me fait de la peine, parce que voilà, je m'en fiche de qui a gagné ce match, mais j'aurais bien aimé voir un match qui allait jusqu'au bout. Surtout la finale, franchement la finale, il n'y a pas eu de finale, hein. Ruud a été l'enfant de Rafael Nadal sur ce match. C'est dommage, vraiment je suis un peu déçu parce que ce match face à Zverev était complètement dingue et j'aurais aimé un scénario encore plus dingue. Ensuite on le voit à Wimbledon, des premiers tours pas faciles, hein. Berankis et Cerundolo, c'est pas facile. Son ego, ça va, il y a un petit peu ce petit fait un petit peu bizarre où il va le voir au filet, où il dit d'arrêter de crier un peu trop fort. Botti de 22 ans de choupe, ça va, facile aussi, il a l'habitude. Fritz. Comment Fritz peut perdre ce match? Je comprends pas.
Je comprends pas, Nadal était blessé pendant ce match-là, on l'a bien vu, d'ailleurs il joue pas le match ensuite face à Kyrgios. Mais comment Fritz il peut perdre ce match? Et quand tu vois le nombre de points qu'il a de retard sur Félix Auger-Aliassime, bah non, je dis n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de points à Wimbledon, donc en fait je dis n'importe quoi. Excusez-moi, je dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec les points. Mais avec le standing plutôt, que tu peux pas perdre ce match. Tu peux pas perdre ce match face à Nadal, qui était totalement blessé, qui était capoute, tu peux pas. Franchement, je comprends pas comment il a pu perdre ce match. Nadal, on le revoit pas avant Cincinnati où il perd au premier tour face à Borna Coric. Alors on peut dire que c'est une défaite inquiétante, Coric qui était 152e mondial à ce moment-là, mais Coric va remporter Cincinnati et il va écraser tout le monde sur son passage. Et au final, le match face à Nadal aurait été son match le plus compliqué. Donc on peut bien le prendre et se dire Nadal va peut-être faire un très bon résultat pour l'US Open. Malheureusement, ça va pas être le cas. Dernier tournoi de Rafael Nadal, premier tour compliqué face à Hijikata où il gagne en 4-7. Deuxième tour compliqué face à Fabio Fognini où il est mené 1-7 un break et il s'en sort au final en 4-7. Fallait bien qu'il se réveille face à quelqu'un, c'était face à qui? Stefano Ricci National, 6-0, 6-1, 7-5. Et ensuite face à Tiafoe qui était on fire sur cette US Open et qui va gagner en 4-7. Voilà la saison de Rafael Nadal. Il y a beaucoup de choses à dire, on l'a pas vu avant le Lever Cup évidemment, où il finit la carrière de Roger Federer, il fait le double avec Roger Federer, depuis on ne l'a plus vu, puisqu'il y a eu évidemment son projet personnel avec son enfant, avec sa femme évidemment, donc on ne l'a pas vu, il sera à Bercy, c'est officiel, il sera à Bercy du coup, il sera aussi évidemment au Masters. Rafael Nadal, si on regarde son classement, parce que ce qui peut être aussi intéressant évidemment, c'est le classement de Rafael Nadal, il est deuxième à la race, à grosso modo 700 points de retard de Carlos Alcaraz. Il y a 2500 points encore qui vont être attribués. 2500 points qui vont être attribués pour Rafael Nadal. Mais il ne faut pas oublier que Carlos Alcaraz est à Bâle. Et il est en quart de finale de Bâle actuellement. Donc il peut encore aller chercher 500 points de plus s'il remporte Bâle et quasiment dire adieu à Rafael Nadal. Est-ce que Nadal peut être numéro 1 mondial à la fin d'année? On connaît Nadal, c'est possible. Il est capable d'être numéro 1 mondial à la fin d'année avec 10 points d'avance, c'est colossal, mais il est capable. Après, ce qu'il va le faire, je pense que ça va être compliqué parce que Nadal, là, on voit qu'il est en manque de rythme, il n'a pas joué depuis très longtemps. Je pense, voilà, il pense à autre chose en ce moment avec son enfant et tout, c'est pas facile. Donc, je vois pas Nadal aller même remporter ni le Masters, ni Bercy. En plus, c'est sa pire surface en carrière, c'est en indoor. Il n'a remporté qu'un seul titre en indoor. Si ça avait été sur terre battue, oui, j'aurais pu dire que Nadal aurait pu faire quelque chose. Là, ça va être compliqué, je pense, mais ça fait toujours du bien de voir Rafael Nadal jouer au tennis. Et puis, on sait, quand on dit que Nadal n'est pas capable de faire quelque chose, il le fait. Donc, il est capable de finir numéro 1 mondial, de gagner Bercy, de gagner le Masters. C'est là de se dire, mais c'est pas possible. Mais il est colossal. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la saison de Rafael Nadal, qui est totalement historique, évidemment. Il passe à 22 grands chelems. Il met dans le rétro Roger Federer et Novak Djokovic, qui sont maintenant 21 pour Djokovic et 20 pour Roger Federer, qui ne pourra plus monter, du coup. Dites-moi ce que vous avez pensé de la saison de Rafael Nadal. Dites-moi s'il peut aller remporter le Masters et Bercy. On se retrouve très très vite. On parlera justement du tableau de Bercy dimanche. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.